Bonjour, toujours dans le cadre du premier chapitre de notre cours lié à la croissance et au développement économique, aujourd'hui nous allons voir les déterminants de la croissance. Depuis plus de 2 siècles, les économistes s'interrogent sur les causes de la croissance. Les causes, ça veut dire les facteurs qui influencent la croissance et on les appelle les déterminants de la croissance. Ici, on va voir ensemble quelques théories développées par les économistes au fil de l'histoire. Pour chaque théorie, je vais vous présenter l'apport des chercheurs et les champs d'application, ainsi que certaines limites de ces théories. Et on commence par les classiques avec la théorie d'Adam Smith, qui a publié en 1776 son ouvrage intitulé « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations ». Alors Adam Smith met en évidence le rôle de la division du travail comme déterminant, comme facteur qui influence la croissance. Cette division du travail se trouve renforcée par la participation du pays au commerce international, ce qui renvoie à la théorie des avantages absolus. En fait, on dit qu'un pays dispose d'un avantage absolu pour la production d'un bien s'il produit ce bien pour un coût qui est inférieur à celui d'un autre pays. Pour Adam Smith, ces deux pays ont intérêt à échanger s'ils disposent tous les deux d'avantages absolus. Ça veut dire si chacun de ces pays produit ou fabrique un produit à un coût qui est inférieur par rapport à l'autre. Maintenant, les limites de cette théorie, c'est que Adam Smith est considéré un petit peu optimiste. Et son optimisme apparaît à travers les traits d'une croissance qui est pour lui illimitée. Elle peut durer tant que l'on peut étendre la division du travail et le marché. Toujours, pour les classiques, nous passons maintenant à la théorie de Robert Malthus, qui a publié en 1798 Essai sur le principe de la population. Malthus considère que la croissance est limitée en raison de la démographie galopante. Ça veut dire elle est limitée à cause de l'essor démographique. Ici, les ressources naturelles ne seront pas suffisantes pour nourrir une population qui est de plus en plus importante. La solution, selon lui, pour sortir de cet état, passe par la mortalité, la baisse de la natalité et le célibat. Pour Malthus, il faut réguler la croissance démographique en favorisant un changement dans le comportement des hommes pour aboutir à une baisse du taux de natalité et une amélioration des conditions de production. Il faut par exemple instaurer un impôt sur les enfants selon leur taille et leur poids, ou alors donner des avantages aux couples sans enfants. Ces théories ont été énormément contestées, surtout pour leur méthodologie qui est un peu extrémiste ou ce qu'on peut dire une méthodologie drastique qui est utilisée par Malthus. On continue avec David Ricardo qui a publié en 1817 des principes de l'économie politique et de l'impôt. Pour Ricardo, la croissance est limitée par la loi des rendements décroissants. On part du principe que la valeur ajoutée se répartit entre les propriétaires fonciers qui génèrent et qui gagnent une rente foncière, les salariés qui ont un salaire de subsistance et les capitalistes qui gagnent un profit. Lorsque la population s'accroît, il faut augmenter la production agricole. Les nouvelles terres qui sont mises en culture sont de moins en moins productives. Le coût de production va donc s'élever, entraînant inévitablement la hausse des salaires et de la rente foncière. Les profits vont se réduire jusqu'au moment où les capitalistes ne seront plus incités à investir. Donc ici, l'économie atteint une situation qu'on appelle état stationnaire. Afin de retarder cette situation, Ricardo préconise d'augmenter les gains de productivité dans l'agriculture grâce aux progrès techniques
et de s'ouvrir au commerce international, chose qu'on appelle la théorie des avantages comparatifs. Donc, la solution, selon Ricardo, est le progrès technique et puis la libéralisation du marché. Le dernier économiste classique qu'on va voir concernant les déterminants de la croissance est Karl Marx. Karl Marx a publié en 1867 son ouvrage intitulé Le Capital. Il était le premier économiste à proposer un modèle formel de la croissance. Pour lui, la croissance est limitée dans le mode de production capitaliste en raison de la baisse tendancielle des taux de profit. Le fait qu'il y a une recherche permanente de profits croissants, grâce par exemple à des salaires bas, qu'il a nommés minimum de subsistance, et la concurrence entre capitalistes, ce qui appauvrit les ouvriers et provoque un blocage dans le développement du système capitaliste. Maintenant, nous allons passer au post-keynésien et on commence par le chercheur et l'économiste Domar. À la suite de la crise de 1929, de nombreux économistes inspirés par les travaux de Keynes se sont interrogés sur les possibilités d'une croissance considérée une croissance équilibrée. L'investissement, selon Domar, est à l'origine de la croissance économique par l'augmentation de deux éléments. Le premier, c'est l'effet de capacité. Si un entrepreneur cherche à investir, c'est pour développer de nouveaux produits ou pour pouvoir produire plus de biens. Tout investissement, selon Domar, augmente la production, qui est considéré effet de capacité, mais aussi augmente l'effet revenu. L'investissement crée des revenus supplémentaires dans l'économie. Sur le plan macroéconomique, les agents deviennent plus riches. Ici, c'est une citation de Domar qui va illustrer ce que nous venons de dire. On cite: une augmentation du revenu national n'est pas fonction de l'investissement, mais de l'augmentation de l'investissement. Si l'investissement d'aujourd'hui, aussi important qu'il soit, est juste égal à celui d'hier, le revenu national d'aujourd'hui sera juste égal et rien de plus à celui d'hier. Une injection de monnaie doit avoir lieu chaque jour. De plus, cette injection doit se faire de façon accélérée. L'économie doit croître continuellement. Donc, selon Domar, la croissance est la fonction de l'augmentation du capital investi dans l'économie. Nous avons une autre théorie post-keynésienne, celle de Harrod et Domar. Ce modèle a pour objet de déterminer le taux de croissance nécessaire au maintien du plein emploi. Après la Seconde Guerre mondiale, les économistes Harrod et Domar, qui sont influencés par Keynes, ont cherché à comprendre les conditions dans lesquelles une phase d'expansion peut être durable. Ce modèle se présente comme un système keynésien simplifié, incluant une fonction d'investissement et une fonction d'épargne. Harrod et Domar ont élargi l'analyse keynésienne. L'investissement n'est plus seulement considéré comme générateur de revenus, mais aussi susceptible de créer de nouvelles capacités de production. Grâce à ce nouveau rôle de l'investissement, la croissance résulte du processus d'ajustement des capacités de production et de la demande. Alors, pour ces deux économistes, pour qu'une croissance soit équilibrée, l'offre de la production doit augmenter au même rythme de la demande. Pour cela, il faut que la croissance respecte un taux précis qui est fonction de l'épargne et du coefficient du capital de l'économie. Ici, il faut prendre en considération que la croissance dépend de décisions individuelles. Donc, cet équilibre est difficile à réaliser.
Ainsi, s'il ne propose pas à proprement parler une théorie de la croissance, expliquant par exemple son origine sur une longue période, le modèle de Harrod et d'Omar permet quand même de parler de la croissance en tant que phénomène très fragile et très instable. Ici, nous donnons une citation de Harrod qui stipule « La croissance est toujours sur le fil du rasoir ». Cette citation montre clairement que pour eux, la croissance est un élément, est un phénomène qui est très instable et difficile à maintenir dans le temps.